1999, Nantes. Pour la première fois en 100 ans, les fours du quai Ferdinand Favre s'éteignent. Pas de cérémonie, pas de discours. Juste le ralentissement progressif des machines, puis le silence. Un empire venait de mourir sans faire de bruit. Pourtant, cet empire avait fait trembler Paris. Ces biscuits étaient dessinés par Alphonse Mouchat, portés par Sarah Bernard, couronnés à l'exposition universelle de 1900. Chaque matin, toute une ville se réveillait au parfum du beurre breton, l'odeur de la fierté, l'odeur de la réussite. Puis tout a disparu. L'usine est devenue une carcasse vide. La tour Lehu est restée debout, seule, comme une pierre tombale dressée sur sa propre histoire. Et le nom qu'un couple avait forgé par amour, leur propre nom, allait finir vendu à des étrangers, de l'autre côté de l'océan. Comment en est-on arrivé là? Pas la guerre, pas l'oubli, une marque construite avec de l'amour, de l'art et du beurre de Bretagne, détruite par des décisions prises dans des salles où les fondateurs n'avaient plus leur place. L'Empire du biscuit de Nantes-Nantes, France, 1846-1999. L'histoire de quand l'héritage devient marchandise. Tout commence par un homme qui ne possède rien, dans une ville qui ne le connaît pas. En 1846, Jean-Romain Lefebvre quitte Varennes en Argonne, une bourgade de la Meuse, pour s'installer à Nantes. Il a appris le métier de pâtissier. Il a les mains habiles et l'ambition discrète de ceux qui n'ont pas encore les moyens d'être arrogants. À Nantes, il trouve un poste dans une pâtisserie au numéro 5 de la rue Boileau. Une adresse qui ne dit encore rien à personne, mais qui va entrer dans l'histoire de France. Il commence modestement, très modestement. Sur sa table en pierre dans la cour de la boutique, il vend des biscuits importés d'Angleterre, les fameux Huntley and Palmers, que les Français de bonne société consomment comme un signe de modernité. Jean Romain les revend, les observe, les démonte mentalement. Il apprend ce qu'un biscuit peut être quand il est fait avec méthode, avec précision, avec ambition industrielle. Il prend des notes, il attend son heure. Son heure arrive sous la forme d'une femme. En 1850, Jean Romain épouse Pauline Isabelle Utile, originaire de Marle, dans l'Aisne. Ce mariage n'est pas seulement une union sentimentale, c'est la fondation d'un empire. Pauline n'est pas une épouse effacée du 19e siècle. Elle a grandi en travaillant dans des boutiques. Elle maîtrise la gestion, la comptabilité, la relation client. Quand le couple décide de racheter la pâtisserie pour en faire leur propre affaire, c'est autant sa décision que la sienne. Ils donnent à leur entreprise le nom le plus simple qui soit. Lefebvre Utile. Les deux syllabes de leur amour accolées, L comme Lefebvre, U comme utile, LU. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de créer l'un des sigles les plus reconnaissables de France. La boutique s'appelle officiellement Fabrique de biscuits de Reims et de bonbons secs. Le nom est long, maladroit, presque timide. Mais ce qui sort de cette boutique ne l'est pas. Les premiers biscuits maison de Jean Romain trouvent immédiatement leur public. Les Nantais s'arrêtent. Ils goûtent. Ils reviennent. Chaque matin avant l'aube, la cour de la rue Boileau s'emplit d'une odeur qui finit par marquer les mémoires du quartier. Le beurre breton qui fond dans la chaleur du four, le sucre qui caramélise légèrement en surface, la farine qui dort. Les voisins savent que la boutique est ouverte avant même que la lumière soit allumée. Le parfum les précède. En 1854, le succès est tel que le couple ouvre une deuxième boutique, sous l'enseigne désormais officielle Lefebvre Utile. La progression est rapide, trop rapide pour une simple pâtisserie de quartier. Ce qui se passe ici n'est plus de l'artisanat. C'est le début d'une industrialisation du goût. Mais l'histoire retient rarement le nom de ceux qui construisent dans l'ombre. Pauline Lefebvre Utile dirigera l'aspect commercial et financier de l'entreprise pendant des décennies. C'est elle qui négocie, qui organise, qui maintient l'équilibre entre l'ambition de son mari et la réalité des comptes. Sans elle, il n'y a pas d'empire. Pourtant, l'histoire n'a gardé que les initiales. Les siennes comprises dans le U de l'U, fondues dans l'anonymat d'un logo. En 1882, Jean-Romain Lefebvre meurt. Il laisse derrière lui une entreprise solide, une réputation locale et un fils de 24 ans qui vient de rentrer d'Angleterre avec des carnets remplis de notes sur la fabrication industrielle des biscuits. Ce fils s'appelle Louis. Est-ce que Jean Romain a commencé rue Boileau avec deux mains et une table en pierre?
Louis va le transformer en quelque chose que personne, dans ce quartier de Nantes, n'aurait pu imaginer. Louis Lefebvre-Utile a 24 ans quand il prend la tête de l'entreprise familiale. Il aurait pu se contenter de ce qu'il a hérité, une boutique qui marche, une réputation locale, une clientèle fidèle. Il aurait pu gérer, maintenir, survivre. Il choisit de tout réinventer. Avant même la mort de son père, Louis avait traversé la Manche. En Angleterre, il avait visité les grandes usines de biscuits, Huntley and Palmer's, Pick Friends, ces manufactures immenses où des machines à vapeur produisaient des milliers de biscuits à l'heure avec une précision que l'artisanat français ne pouvait pas égaler. Il avait tout observé, tout noté. Il était rentré à Nantes avec une conviction absolue. Le biscuit français devait cesser d'être une curiosité de pâtisserie pour devenir un produit industriel. Accessible, reproductible, parfait à chaque exemplaire. En 1881, il construit la première usine mécanisée de la maison Lefebvre-Utile sur l'île de la Madeleine, équipée de fours à vapeur. Pour la première fois, la production sort de la cour de la rue Boileau pour entrer dans l'ère industrielle. Les chiffres décollent. Mais Louis n'est pas encore satisfait. Il veut un produit signature, quelque chose qui ne ressemble à rien de ce qui existe, quelque chose qui soit immédiatement reconnaissable, immédiatement désirable, et impossible à copier sans que tout le monde le sache. Le 8 septembre 1886, il trouve. Ce jour-là, Louis finalise le moule d'un biscuit rectangulaire au bord festonné qu'il appelle simplement petit beurre. Mais ce qui sort de ce moule n'est pas un simple biscuit. C'est un objet pensé dans ses moindres détails, presque philosophique dans sa conception. 52 dents tout autour, comme les 52 semaines de l'année. 4 coins marqués, comme les 4 saisons. 24 petits trous disposés en surface, comme les 24 heures d'une journée, et 7 centimètres de longueur, comme les 7 jours d'une semaine. Un biscuit qui contient le temps lui-même. Louis ne se contente pas de l'inventer, il le protège. En avril 1888, il dépose la marque Petit Beurre Lu auprès du tribunal de commerce de Nantes. C'est l'un des premiers actes de protection de propriété intellectuelle dans l'histoire de l'industrie alimentaire française. Louis sait ce qu'il a entre les mains. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est ce qui arrive le mois suivant. En mai 1888, un incendie ravage l'usine. Les flammes consument les ateliers, les stocks, une partie des machines. Pour beaucoup, c'est la fin. Pour Louis, c'est une opportunité. En 15 jours seulement, la production reprend dans des locaux agrandis avec des équipements plus modernes, construits en matériaux ignifugés. L'incendie n'a pas détruit Lefebvre-Utile. Il l'a forcé à se réinventer plus vite qu'il ne l'aurait fait sans catastrophe. C'est le premier signe de ce que Louis Lefebvre-Utile est vraiment. Un homme que les obstacles rendent plus grand. En 1895, Louis fait construire une nouvelle usine monumentale au quai Ferdinand Favre, en plein cœur de Nantes. La structure est entièrement en béton armé et métal, une architecture industrielle d'avant-garde pour l'époque. Les ateliers sont vastes, lumineux, organisés selon une logique de flux que Louis a étudiée en Angleterre. Les fours tournent 24 heures sur 24. Le beurre arrive de Bretagne par convoi. La vanille débarque directement du port de Nantes, à moins de 2 kilomètres. La farine vient des moulins de la région. Chaque ingrédient est sélectionné personnellement par Louis, pas pour des raisons sentimentales, mais parce qu'il a compris avant tout le monde qu'un produit industriel ne survit que par la constance de sa qualité. L'usine du quai Ferdinand Favre devient le cœur battant de Nantes. Chaque matin, à 5 heures, les fours s'allument. L'odeur de beurre chaud se répand sur tout le quartier, remonte vers le centre-ville, s'infiltre dans les rues qui descendent vers la Loire. Les enfants qui vont à l'école reconnaissent le parfum avant même de voir les cheminées. Pour toute une génération de Nantais, l'odeur de LU, c'est l'odeur de l'enfance. Mais Louis ne s'arrête pas à la production. Il comprend quelque chose que très peu d'industriels de son époque ont saisi. Un produit ne se vend pas seulement par sa qualité. Il se vend par son image. Il fait appel à des artistes. D'abord des artistes locaux, puis parisiens, puis étrangers. Entre 1896 et 1903, il collabore avec Alphonse Mouchat, le maître de l'Art Nouveau, pour des affiches et des calendriers publicitaires. En 1897,
Il commande à Firmin Bouisset l'image du petit écolier, un enfant qui dessine les initiales ELU et qui devient instantanément l'un des logos les plus reconnus de France. En 1903, c'est Sarah Bernhardt elle-même, la plus grande vedette de la scène européenne, qui prête son visage à une publicité ELU, des biscuits illustrés par des génies, des biscuits portés par des stars. Louis Lefebvre-Utile n'est pas seulement un industriel, il est l'inventeur du marketing moderne dans l'alimentation française. L'apogée arrive en 1901. À l'Exposition universelle de Paris, Elu fait construire un pavillon surmonté d'une tour de 36 mètres, inspiré des phares de la côte atlantique. Le biscuit remporte le Grand Prix. Le nom de Nantes résonne dans le monde entier. En 1905, la gamme atteint 200 références, 200 biscuits différents, exportés dans les colonies et à travers l'Europe. En 1909, 2 tours de 38 mètres sont érigées à l'entrée de l'usine du quai Ferdinand Favre. On les voit depuis la Loire, on les voit depuis les collines. Elles ne ressemblent pas à des cheminées d'usine, elles ressemblent à des phares. Et comme tous les phares, elles semblent dire aux navigateurs, ici, il y a quelque chose de solide. Ici, vous êtes en sécurité. Ce que personne ne peut encore imaginer, en ce début de siècle triomphant, c'est que ces mêmes tours survivront à tout, aux guerres, aux faillites, aux rachats successifs. Qu'elles seront encore debout quand les fours seront froids depuis longtemps. Mais avant la chute, il y a toujours des signes. Des fissures si fines qu'on ne les voit que quand il est trop tard. Les empires ne s'effondrent pas du jour au lendemain. Ils se fissurent d'abord, lentement, silencieusement, dans des endroits que personne ne pense à regarder. Pour lui, la première fissure apparaît en 1940. Louis Lefebvre-Utile meurt cette année-là, à l'âge de 82 ans. Il avait dirigé l'entreprise pendant près de 60 ans. Il avait traversé 2 guerres, une révolution industrielle, la naissance du marketing moderne. Il avait transformé une table en pierre dans une cour de Nantes, en un empire exporté sur 5 continents. Et quand il ferme les yeux pour la dernière fois, il emporte avec lui quelque chose qu'aucun successeur ne pourra racheter: la vision. Ses héritiers reçoivent une entreprise prospère. Ils reçoivent les usines, les machines, les recettes, les contrats. Mais ils ne reçoivent pas ce qui avait tout construit. Cette obsession du détail, cette conviction que chaque biscuit devait être parfait, non pas pour des raisons économiques, mais pour des raisons de dignité. Louis dirigeait LU comme un artiste dirige son atelier. Ses successeurs vont la diriger comme des gestionnaires administrent un portefeuille. La différence est immense. Elle met du temps à se voir, mais elle est là, dès le premier jour. La Seconde Guerre mondiale aggrave les choses. Les bombardements alliés de 1943 et 1944 frappent Nantes durement. L'une des 2 tours emblématiques du quai Ferdinand Favre est détruite. Elle ne sera jamais reconstruite. La tour restante se retrouve seule, asymétrique, comme une phrase dont on aurait effacé la moitié. Pour les Nantais, c'est une blessure symbolique autant que physique, le signe que quelque chose d'irremplaçable vient d'être perdu. Mais la vraie menace ne vient pas du ciel, elle vient de l'Ouest. Dans les années 1950, les produits américains commencent à envahir les marchés européens. Les biscuits conditionnés sous vide, les emballages criards, les prix cassés, une logique de consommation de masse qui bouscule les codes de l'industrie française. LU, qui avait toujours misé sur la qualité et l'image, se retrouve face à un choix fondamental: s'adapter ou résister. La direction choisit une 3e voie, qui est en réalité la pire des deux. Elle hésite. On n'investit pas suffisamment dans la modernisation des équipements. On ne répond pas à la concurrence par l'innovation, on répond par les prix. Le petit beurre, ce biscuit qui avait été conçu comme un objet d'art accessible, commence à être repositionné vers le bas de gamme pour rester compétitif. C'est une erreur stratégique d'une portée considérable. Louis avait passé sa vie à convaincre le monde que le biscuit français valait mieux que ses concurrents. Ses successeurs, en une décennie, défont ce travail sans même s'en apercevoir. Dans les couloirs de l'usine du quai Ferdinand Favre, les anciens le sentent. Les contremaîtres qui ont connu Louis parlent entre eux, à voix basse. Quelque chose a changé. Pas dans la recette. La recette est toujours la même. Mais dans l'état d'esprit, dans l'ambition, dans ce regard qu'on pose sur ce qu'on fabrique. Un biscuit, ça se sent quand il est au fait avec fierté, et ça se sent aussi quand il ne l'est plus. En 1969, l'inévitable se produit.
Sous la pression des actionnaires et face à la concurrence croissante, la direction décide de fusionner avec le groupe Brun, un autre fabricant de biscuits français. La nouvelle entité s'appelle Lubrun. Les journaux nantais couvrent l'événement avec une prudence diplomatique. Personne ne dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, que c'est la fin de l'entreprise familiale, que les Lefebvre-Utile viennent de perdre le contrôle de ce que leurs ancêtres avaient construit. La fusion est présentée comme une nécessité économique. Elle l'est probablement. Mais les nécessités économiques ont une façon particulière de digérer ce qu'elles absorbent, lentement, méthodiquement, sans violence apparente. Lubrun n'a pas détruit Orlu, elle l'a simplement dilué. 6 ans plus tard, en 1975, Lubrun est à son tour racheté et intégré dans un ensemble plus grand encore. Le groupe Serraliment est Lubrun. Le nom s'allonge, se complique, perd de sa clarté. Dans les conseils d'administration, les visages changent, les priorités aussi. On parle de synergie, de rationalisation, d'optimisation des coûts. On ne parle plus de beurre breton, on ne parle plus de la fierté d'un biscuit fait à Nantes. En 1968, le groupe change de nom une dernière fois et devient Général Biscuit. Le nom Lefebvre-Utile disparaît des en-têtes de courrier, des plaques de direction, des organigrammes. Il reste sur les boîtes, parce qu'il vend encore. Mais il n'est plus qu'une étiquette. Le nom d'une famille transformée en argument marketing. Dans les ateliers du quai Ferdinand Favre, rien ne change en apparence. Les machines tournent, les biscuits sortent, les camions chargent et partent. Mais quelque chose d'essentiel s'est déplacé. Le centre de gravité de l'entreprise n'est plus à Nantes. Il est dans des bureaux parisiens, dans des réunions de conseil où personne ne connaît l'odeur du beurre chaud à 5 heures du matin. Et c'est précisément là que réside le danger. Les entreprises ne meurent pas quand elles perdent de l'argent. Elles meurent quand elles perdent leur âme, quand les décisions sont prises par des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils possèdent en vraiment. Général Biscuit possède des usines, des marques, des parts de marché. Ce qu'elle ne possède pas, c'est la mémoire de Louis Lefebvre-Utile, debout dans la cour de la rue Boileau, choisissant lui-même chaque ingrédient. Ce qu'elle ne possède pas, c'est la conviction qu'un biscuit peut être une œuvre d'art. En 1986, Groupe Danone rachète Général Biscuit. Lu devient officiellement une ligne parmi d'autres dans un tableau Excel. Et quelque part, dans les étages d'un immeuble parisien, quelqu'un prend une décision qui va changer Nantes pour toujours. L'usine du quai Ferdinand Favre doit fermer. La production sera transférée à la Haye-Foissière, à 20 km de là. Plus moderne, plus efficace, plus rentable, plus loin de tout ce qui avait rendu Lu possible. Il faut comprendre ce qu'est Danone en 1986. Ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un prédateur venu détruire ce que les Lefebvre-Utile avaient déconstruit. C'est quelque chose de plus banal, et pour cette raison, de plus dangereux. C'est un groupe qui fonctionne selon une logique parfaitement rationnelle. Des objectifs trimestriels, des tableaux de performance, des décisions prises à partir de chiffres, pas de mémoire. Quand Danone rachète Général Biscuit, et avec elle, LU, le groupe acquiert l'une des marques les plus puissantes de France. Le petit beurre est reconnu dans chaque foyer français. Les parts de marché sont solides. La rentabilité, elle est réelle. Sur le papier, c'est une acquisition brillante. Mais sur le papier, il n'y a pas d'odeur de beurre breton à 5 heures du matin. La première décision stratégique de Danone concernant LU est aussi la plus révélatrice de ce qui va suivre. Plutôt que d'investir dans la modernisation de l'usine historique du quai Ferdinand Favre, le groupe décide de construire un site entièrement neuf à la Haye-Foissière, à 20 km au sud de Nantes. L'argument est économique et difficilement contestable. Le bâtiment du quai Ferdinand Favre est vieux, inadapté aux standards modernes de production, coûteux à entretenir. Un nouveau site permettra de produire plus vite, pour moins cher. Tout cela est vrai, et tout cela passe à côté de l'essentiel. Ce que Danone ne comprend pas, ou ne veut pas comprendre, c'est que l'usine du quai Ferdinand Favre n'est pas simplement un outil de production. C'est le lieu où LU a été inventé. C'est le sol sur lequel Louis Lefebvre-Utile a marché pendant 60 ans. C'est l'endroit où des générations de Nantais ont travaillé, vieilli, transmis leur savoir-faire. Fermer cette usine, ce n'est pas optimiser une ligne de production. C'est couper le lien physique entre une marque et son histoire. Mais dans les salles de réunion de Danone,
Ce lien n'apparaît sur aucun tableau de bord. La décision est prise. La nouvelle usine de la Haye-Foissière sera construite. L'usine du quai Ferdinand Favre sera progressivement vidée de sa substance, ses machines, ses hommes, son âme, transférés 20 kilomètres plus loin dans des bâtiments fonctionnels, propres, efficaces et parfaitement anonymes. L'empire de Louis Lefebvre utile va déménager. Et quand un empire déménage, il laisse toujours quelque chose derrière lui qu'il ne retrouvera jamais. Une décision d'entreprise, c'est toujours une abstraction, jusqu'au moment où elle touche des gens concrets. Quand Danone annonce le transfert de production vers la Haye-Foissière, l'usine du quai Ferdinand Favre emploie encore plusieurs centaines de travailleurs. Des hommes et des femmes qui se lèvent avant l'aube depuis des années, qui connaissent chaque bruit de chaque machine, qui savent reconnaître à l'odeur si la température du four est juste ou trop haute. Des gens dont le corps entier est calibré sur le rythme de cette usine. On leur annonce, avec la courtoisie froide des grandes entreprises, qu'ils ont le choix. Ceux qui ont moins de 40 ans peuvent être transférés à la Haye-Foissière. Un nouveau site, de nouveaux équipements, les mêmes gestes, mais dans un bâtiment sans mémoire, sans tour, sans l'odeur particulière de ce beurre qui s'était imprégné dans les murs du quai Ferdinand Favre après un siècle de production. Ceux qui ont plus de 40 ans reçoivent une autre proposition, la retraite anticipée ou le départ. On appelle ça une restructuration. C'est un mot propre pour décrire quelque chose de brutal. Dans les vestiaires de l'usine, les conversations changent de ton. Les hommes qui se retrouvaient chaque matin autour du même café, dans la même salle, avec les mêmes blagues usées et les mêmes nouvelles du quartier, ces hommes commencent à parler de l'avenir avec une prudence qu'ils n'avaient jamais eue avant. Certains acceptent le transfert, le cœur lourd. D'autres signent les papiers de départ sans un mot. D'autres encore prennent leur temps, espèrent que quelque chose va changer, qu'une décision va être annulée. Rien ne change, rien n'est annulé. Les machines commencent à être démontées. Une par une, elles quittent les ateliers, chargées sur des camions qui disparaissent en direction du sud. Les ateliers se vident progressivement. Les espaces libérés ne sont pas réaménagés. Ils restent là, béants, avec leurs traces d'huile sur le sol en béton, leurs crochets sans rien apporter, leurs fenêtres qui laissent entrer une lumière que les machines ne filtrent plus. La tour Lu regarde tout ça du haut de ses 38 mètres. Elle ne peut rien faire d'autre que regarder. En 1986, la production quitte officiellement le quai Ferdinand Favre. L'usine n'est pas encore fermée. Elle respire encore, faiblement, mais elle a cessé d'être vivante. Il reste 3 ans avant que quelqu'un vienne fermer le portail pour la dernière fois. 3 ans pendant lesquels une carcasse va faire semblant d'exister. Il y a une différence entre une usine qui ferme et une usine qui meurt. Une usine qui ferme, c'est brutal, c'est net, c'est une date sur un calendrier. Une usine qui meurt, c'est autre chose. C'est un processus long, silencieux, presque organique. C'est regarder quelque chose perdre sa substance jour après jour, sans pouvoir intervenir, sans même pouvoir nommer exactement le moment où tout a basculé. L'usine du quai Ferdinand Favre, entre 1986 et 1989, ne ferme pas. Elle meurt. Après le départ des machines vers la Haye-Foissière, ce qui reste dans les ateliers, c'est d'abord le silence. Un silence particulier. Pas le silence vide d'un endroit qui n'a jamais servi, mais le silence lourd d'un endroit qui a trop servi. Les murs ont absorbé 100 ans de bruit, de chaleur, de vapeur. Ils les restituent maintenant dans le vide, comme un écho qui ne trouve plus rien à rebondir. Les quelques travailleurs encore présents pour les dernières opérations de maintenance circulent dans des espaces qui semblent avoir rétréci. Ce n'est pas l'espace qui a changé. Ce sont les repères qui ont disparu. Sans les machines, les ateliers paraissent immenses et inutiles. Les traces au sol indiquent encore où se trouvaient les équipements. Des rectangles plus sombres sur le béton, des trous de boulons, des rails d'ancrage qui ne mènent plus nulle part. Sur une étagère d'un atelier du fond, quelqu'un a oublié une boîte en fer blanc. Une boîte à biscuits lue, le couvercle légèrement entrouvert, et à l'intérieur quelques miettes. Personne ne sait depuis quand elle est là. Personne ne la touche. Elle reste. Dehors, la tour Lu domine toujours le quartier. De loin, rien n'a changé. Elle est toujours là, avec ses couleurs, ses lettres dorées, sa silhouette reconnaissable depuis la Loire. Mais de près,
Quelque chose a changé dans ce qu'elle signifie. Elle ne signale plus une usine en activité, elle signale une absence. Elle est devenue le monument de ce qu'elle annonçait autrefois. Les Nantais qui passent sur le quai remarquent la différence sans toujours pouvoir la formuler. Ce n'est plus l'odeur du beurre chaud qui monte le matin. C'est l'odeur ordinaire d'un quartier ordinaire. Les gaz d'échappement, la Loire, la pluie sur le béton. Une odeur sans mémoire. Quelque chose manque. Quelque chose qu'on ne peut pas racheter, qu'on ne peut pas transférer à 20 kilomètres dans des camions. Quelque chose qui s'appelait, faute d'un meilleur mot, la vie. Dans cette période suspendue entre 1985 et 1989, trois personnes incarnent ce que la fin d'une usine fait aux gens qui lui ont donné leur vie. Le premier s'appelle Marcel. Il a travaillé 28 ans comme opérateur de four au quai Ferdinand Favre. Il connaît les machines mieux que leur constructeur. Il sait à quel bruit précis correspond une surchauffe, à quelle odeur correspond un réglage parfait. Quand on lui propose la retraite anticipée, il accepte sans négocier. Il rentre chez lui un jeudi après-midi avec une enveloppe et une montre gravées à son nom. Le soir, sa femme prépare le dîner. Il s'assoit à table, regarde son assiette et ne mange pas. Il ne trouve pas les mots pour expliquer ce qu'il ressent. Il n'essaie pas. La deuxième s'appelle Anne-Marie, elle a 34 ans. Technicienne de contrôle qualité depuis 10 ans, elle accepte le transfert à la Haye-Foissière. Le nouveau site est propre, moderne, climatisé. Les équipements sont plus précis que tout ce qu'elle a connu au quai Ferdinand Favre. Elle fait son travail correctement, consciencieusement, comme elle l'a toujours fait. Mais certains matins, en arrivant dans le parking du nouveau site, elle s'arrête une seconde avant d'entrer. Elle cherche quelque chose dans l'air, une odeur, quelque chose qui ressemblerait à un début de journée qu'elle reconnaîtrait. Elle ne trouve rien. Elle entre quand même. Le troisième n'est pas un ouvrier, c'est un architecte de la ville, un homme qui s'intéresse depuis longtemps au patrimoine industriel de Nantes. Il vient plusieurs fois au quai Ferdinand Favre pendant ces années de transition, avec un appareil photo, un carnet et une inquiétude croissante. Il photographie les ateliers vides, la tour solitaire, les détails architecturaux que personne ne regarde plus. Il écrit une lettre à la mairie. Ce bâtiment est un document historique vivant. Si nous le laissons disparaître, nous effaçons une partie de ce que Nantes a été. Ce serait un crime contre notre propre mémoire. La lettre reçoit un accusé de réception. Puis le silence. Pendant 3 ans, ces trois personnes, et des dizaines d'autres comme elles, vivent avec la même question sans réponse. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui reste quand l'essentiel est parti? En 1989, quelqu'un vient enfin fermer le portail, et la question, pour un temps, semble ne plus avoir d'importance. 1989, un matin de semaine ordinaire à Nantes. Le ciel est gris comme souvent en cette saison. La Loire coule en contrebas, indifférente. Les premiers tramways traversent le centre-ville dans un grincement familier. Les boulangeries ouvrent leurs volets. Les gens pressent le pas sur les trottoirs mouillés, le col relevé, sans regarder autour d'eux. Au quai Ferdinand Favre, il n'y a personne. Enfin, presque personne. Le gardien arrive à 6 heures, comme chaque matin depuis 20 ans. Il a les clés. Il a le café dans un thermos. Il a l'habitude d'ouvrir le portail à 7 heures précises, d'entendre le grincement de la ferraille, de traverser la cour pour rejoindre sa loge. Pendant 20 ans, ce geste a précédé le réveil de l'usine. Les machines qui démarraient, les équipes qui arrivaient, l'odeur qui montait. Ce matin, le geste est le même. Mais il ne précède plus rien. Il ouvre le portail. Il traverse la cour vide. Il s'assoit dans sa loge. Dehors, la tour lue attrape les premiers rayons d'un soleil timide qui perce entre deux nuages. Les lettres dorées brillent un instant. Elles lues, en grandes majuscules, comme elles ont brillé chaque matin depuis 1909. 80 ans de matin. 80 ans d'ouverture, de démarrage, de première fournée. 80 ans pendant lesquels cette lumière du matin, sur ces lettres, signifiait quelque chose de précis. Ici, on travaille. Ici, on produit. Ici, Nantes existe. Ce matin, les lettres brillent pour rien. À l'intérieur, les ateliers sont exactement comme ils ont été laissés. Les rectangles sombres sur le béton, là où les machines ont passé des décennies sans bouger, les crochets vides sur les murs, les fenêtres hautes qui laissent entrer une lumière grise et froide. Et sur l'étagère du fond, toujours là, la boîte en fer blanc avec son couvercle entrouvert. Le gardien fait sa ronde habituelle.
Il marche lentement, sans raison de se presser. Ses pas résonnent différemment selon les ateliers, plus creux dans les grands espaces, plus étouffés près des murs. Il connaît ces sonorités par cœur. Il les a entendues chaque matin pendant 20 ans, mais toujours couvertes par le bruit des machines, noyées dans le vacarme de la production. C'est la première fois qu'il les entend vraiment. C'est la première fois que l'usine lui parle sans crier. Il s'arrête devant la boîte en fer blanc. Il la regarde un moment. Il ne l'ouvre pas. Il repart. Dans la rue, les premiers passants commencent à circuler sur le quai. Un homme âgé s'arrête devant le portail, les mains dans les poches. Il regarde la cour, la tour, les fenêtres fermées. Il reste là 2, 3 minutes, sans bouger, sans parler à personne. Peut-être qu'il a travaillé ici. Peut-être qu'il passait simplement chaque matin devant cette usine depuis 40 ans et que quelque chose dans sa routine s'est brisé sans qu'il puisse l'expliquer. Il finit par repartir, lentement, sans se retourner. Ce matin-là, plusieurs personnes s'arrêtent ainsi devant le portail. Brièvement, presque furtivement, comme si s'arrêter trop longtemps était une forme de faiblesse, comme si regarder en face ce qui finit était plus difficile que de continuer à marcher. À l'intérieur, le gardien finit son café. Dans l'après-midi, 2 hommes arrivent avec une serviette et des documents. Ils traversent la cour rapidement, sans regarder autour d'eux, la démarche de ceux qui ont l'habitude de traiter des dossiers plutôt que des lieux. Ils entrent dans le bureau de direction, posent leurs documents sur la table, échangent quelques mots avec le gardien. Il y a des signatures à apposer, des formulaires administratifs, des transferts de responsabilités. La fermeture définitive d'un site industriel génère une quantité surprenante de paperasse, comme si l'administration avait besoin de compenser par des mots ce que la réalité accomplit sans en demander la permission. Les signatures y sont apposées, les documents sont rangés dans la serviette. L'un des 2 hommes sort une feuille plastifiée et du ruban adhésif. Il colle la feuille sur le portail, à hauteur des yeux. La feuille dit, en caractère sobre et officiel, que le site est fermé, que l'accès est interdit, que pour toute information, il convient de contacter le service des ressources humaines de Général Biscuit à l'adresse suivante. Les 2 hommes repartent. La cour est à nouveau vide. Le gardien reste encore 1 heure. Il boit un 2e café, le fond du thermos déjà froid. Il fait une dernière ronde, plus lente que la première. Dans l'atelier du fond, il s'arrête devant l'étagère. Cette fois, il prend la boîte en fer blanc. Il soulève le couvercle. À l'intérieur, il reste 3 biscuits. 3 petits beurres, légèrement ramollis par l'humidité, mais reconnaissables. Les 24 trous, les 52 dents, les 4 coins. Le temps contenu dans un biscuit. Il en prend un. Il le mange, debout, dans l'atelier vide, dans le silence. Il ne sait pas si c'est le dernier petit beurre jamais mangé dans cette usine. Probablement pas. Il y en a eu d'autres depuis 1986, pendant les années de transition. Mais ça ressemble à un dernier. Ça a le goût d'un dernier. Il range la boîte sous son bras. Il éteint les lumières. Il sort. Il ferme le portail à clé. Le grincement de la ferraille résonne sur le quai désert. Le même grincement qu'il entend chaque matin depuis 20 ans, mais dans l'autre sens, le sens de la fermeture. Il glisse la clé dans sa poche. Il ne sait pas encore qu'il ne reviendra plus jamais ouvrir ce portail. Il remonte son col et s'en va. La tourlue reste seule dans la lumière déclinante du soir. Le soleil, en se couchant derrière les collines de Nantes, projette une dernière fois sa lumière dorée sur les lettres. Lu, en grandes majuscules, toujours là, toujours visible depuis la Loire. Mais personne ne regarde. Les passants pressent le pas. Les tramways passent. La ville continue. Le lendemain matin, le journal Ouest-France publie un entrefilé en page 7, dans la rubrique économique locale. Quelques lignes. L'usine Lu du quai Ferdinand Favre ferme définitivement ses portes après un siècle d'activité. La production est assurée par le site de la Haye-Foissière. Pas de photos, pas d'éditorial, pas de réaction officielle de la mairie. Page 7, quelques lignes. Un siècle résumé en 2 phrases. Marcel apprend la nouvelle par le journal, chez lui. Il lit l'article 2 fois. Il pose le journal sur la table de cuisine et regarde par la fenêtre un long moment. Puis il se lève, met son manteau et sort marcher, sans destination précise, juste marcher dans Nantes, dans la ville qu'il connaît depuis toujours et qui vient de perdre quelque chose qu'il ne sait pas encore comment appeler.
Anne-Marie, à la Haye-Foissière, l'apprend par une collègue. Elle hoche la tête. Elle dit « Oui, je savais ». Elle retourne à son poste. Dans le parking ce soir-là, elle cherche à nouveau l'odeur. Toujours rien. L'architecte, lui, retourne au quai Ferdinand Favre le lendemain. Il photographie le portail fermé, la feuille plastifiée, la cour vide vue depuis la grille. Il photographie la tour dans la lumière du matin. Seul, asymétrique depuis la destruction de sa jumelle en 1944, mais toujours debout. Il range son appareil photo et reste un moment immobile devant le portail. Puis il sort son carnet et écrit une seule phrase. « Il faut sauver la tour ». Cette phrase, personne ne la lira pendant plusieurs années. Mais elle finira par changer quelque chose. Pas pour l'EU, pas pour les biscuits, pas pour Danone, pour Nantes. Pour ce qu'une ville décide de faire avec ce qu'elle ne veut pas oublier. Mais ça, c'est une autre histoire. Et avant qu'elle commence, il reste encore une chose à raconter. La plus froide, la plus brutale, la plus définitive de toutes. L'usine est de la fermer depuis 18 ans quand le coup de grâce arrive. En 2005, les analystes financiers de Groupe Danone publient un rapport interne qui fait le tour des salles de réunion parisiennes. Le document est précis, chiffré, implacable dans sa logique. Il indique que la division biscuits, dont LU et le fleuron, représente près de la moitié du chiffre d'affaires de toute la branche épicerie du groupe. LU est rentable, LU est puissante. LU est, sur le papier, exactement ce qu'une entreprise rêve de posséder. C'est précisément pour cette raison que Danone décide de s'en séparer. Le groupe a choisi une nouvelle orientation stratégique. Se concentrer sur les produits laitiers, la nutrition médicale, l'eau. Les biscuits ne correspondent plus à cette vision. Peu importe que l'U soit profitable, peu importe que le petit beurre soit présent dans les cuisines de 150 pays. Dans la logique des grands groupes, ce qui ne s'inscrit pas dans la stratégie du moment devient, par définition, un actif à céder. On appelle ça une cession non stratégique. C'est une façon élégante de dire qu'on vend ce qu'on ne sait plus quoi faire. Les négociations commencent discrètement. Plusieurs acquéreurs potentiels sont approchés. Et en juillet 2007, l'affaire se conclut. Kraft Foods, groupe américain basé à Chicago, rachète la totalité de la division biscuits de Danone, dont l'U, dont le petit beurre, dont les 200 recettes héritées de Louis Lefebvre-Utile, pour la somme de 7,2 milliards de dollars. C'est la plus grande transaction de l'histoire de l'industrie mondiale des biscuits. Un record absolu, un chiffre qui donne le vertige. En France, la réaction est immédiate et violente. Les éditorialistes parlent de braderie du patrimoine national. Les élus locaux de Nantes expriment leur indignation dans des communiqués soigneusement formulés. Le journal Le Monde titre en une « Danone vend l'âme de la biscuiterie française ». Dans les rues de Nantes, des habitants réagissent avec cette tristesse particulière qu'on réserve aux choses qu'on croyait acquises pour toujours. Une tristesse mêlée de honte, comme si on avait laissé faire sans pouvoir intervenir. Mais rien n'arrête la transaction. Le 18 juillet 2007, les documents sont signés. LU appartient désormais à Kraft Foods. Les décisions concernant le petit beurre, sa recette, son packaging, ses marchés, son avenir, se prendront désormais dans un immeuble de bureaux à Chicago. Dans une ville où personne n'a jamais entendu parler du quai Ferdinand Favre. Dans une ville où personne ne connaît l'odeur du beurre breton à 5 heures du matin. L'ironie est presque insupportable dans sa précision. En 1850, Jean-Romain Lefebvre avait épousé Pauline Isabelle Utile et donné leur nom commun à ce qu'ils construisaient ensemble. Lefebvre-Utile, LU. 2 syllabes forgées dans l'intimité d'un mariage, dans la modestie d'une arrière-boutique de la rue Boileau. 157 ans plus tard, ces 2 syllabes sont vendues pour 7,2 milliards de dollars à des gens qui ne savent pas prononcer le nom de la ville où tout a commencé. En 2012, Kraft Foods se scinde en 2 entités distinctes. La branche qui hérite de LU prend le nom de Mondelez International, un nom inventé de toutes pièces, construit à partir de mots latins censés évoquer le monde et la délicatesse. Un nom que personne à Nantes ne s'est éplé du premier coup. Un nom qui n'a aucune mémoire, aucune odeur, aucune histoire. Le petit beurre, lui, continue d'être fabriqué. À la Haye-Foissière, les machines tournent.
Les biscuits sortent. Toujours les mêmes 24 trous, toujours les 52 dents, toujours les 4 coins. Le temps contenu dans un biscuit intact. Mais le bénéfice de ce temps appartient maintenant à des actionnaires dont aucun n'a jamais mis les pieds à Nantes. Pendant que les avocats négocient et que les actionnaires se comptent, Nantes fait quelque chose d'inattendu. Elle résiste. Pas avec des pancartes, pas avec des discours, avec des artistes. Dès 1989, dans les semaines qui suivent la fermeture définitive du quai Ferdinand Favre, une troupe de théâtre de rue s'installe dans les ruines. Il s'appelle Royal de Luxe. Ils n'ont pas demandé la permission. Ils sont simplement entrés comme on entre dans un espace qui n'appartient plus à personne et qui, pour cette raison précise, appartient à tout le monde. Ils ont trouvé les ateliers vides, les plafonds hauts, la lumière qui tombe des fenêtres industrielles, et ils ont vu ce que les comptables de Danone n'avaient pas vu, un lieu extraordinaire. Dans les années qui suivent, d'autres artistes arrivent, des plasticiens, des musiciens, des metteurs en scène. Ils investissent les espaces abandonnés avec la liberté de ceux qui n'ont rien à perdre, parce que l'endroit, officiellement, ne vaut plus rien. Ils accrochent des œuvres sur des murs qui portent encore les traces des machines. Ils font résonner de la musique dans des ateliers où le seul son, pendant des décennies, avait été le fracas industriel des fours et des convoyeurs. Quelque chose d'étrange se produit alors. L'usine, vide de sa production, se remplit d'autre chose. Pas de biscuits, pas de chiffre d'affaires, de présence humaine, une présence différente, plus bruyante et plus fragile à la fois, moins prévisible que les cycles de production, mais infiniment plus vivante. En 1994, un homme du nom de Jean Blaise organise dans ce bâtiment un événement culturel d'envergure internationale, les Allumés le Caire. Nantes découvre avec stupéfaction que l'ancienne usine Lu peut contenir autre chose que des biscuits, que ses murs, sa lumière, sa hauteur sous plafond en font un espace unique, irremplaçable même. L'événement est un succès. D'autres suivent. Trafic en 1996. Fin de siècle entre 1997 et 1989. Jean Blaise comprend ce que ces succès signifient. Il va voir la mairie. Il argumente, convainc, insiste. Son message est simple. Ne détruisez pas ce bâtiment. Transformez-le. Cette fois, la lettre ne reçoit pas seulement un accusé de réception. En 1998, la ville de Nantes décide d'agir. L'architecte Patrick Bouchin est chargé de la réhabilitation du site. La tour élue restante, seule depuis la destruction de sa jumelle en 1944, est entièrement restaurée dans ses couleurs et ses formes d'origine. Les 38 mètres retrouvent leur éclat. Les lettres dorées brillent à nouveau sur le caille, mais elles ne signifient plus la même chose qu'avant. Le 1er janvier 2000, le site ouvre officiellement ses portes sous un nouveau nom. Lu ne signifie plus Lefebvre utile. Lu signifie désormais lieu unique. C'est un geste simple et d'une élégance rare. Conserver les initiales, changer ce qu'elles contiennent, garder la forme, transformer le sens, comme si Nantes avait décidé que le nom n'appartenait pas à Danone, pas à Kraft Foods, pas à Mondelez International, que le nom appartenait à la ville, qu'il avait toujours appartenu à la ville. Chaque année, 600 000 personnes franchissent les portes du lieu unique. Elles viennent de voir du théâtre, de la danse, des expositions. Elles s'assoient en terrasse, là où des camions chargeaient autrefois des palettes de biscuits. Elles boivent un verre dans un bar construit à l'emplacement d'anciens ateliers. Et dans le restaurant, sur la carte des desserts, figure encore aujourd'hui un crumble aux pommes, préparé avec des petits beurres lus. Le biscuit est revenu là où il est né, pas pour être produit, pour être célébré. Aujourd'hui, le petit beurre se vend dans 150 pays. À la Haye-Foissière, à 20 km de Nantes, les machines tournent 24 heures sur 24. Chaque année, l'usine produit plus d'1 milliard de biscuits, 1 milliard de rectangles aux 24 trous, aux 52 dents, aux 4 coins. Le temps contenu dans un biscuit reproduit 1 milliard de fois, expédié aux 4 coins du monde dans des camions qui ne passent plus jamais par le quai Ferdinand Favre. Les décisions concernant ce biscuit se prennent à Deerfield, dans l'Illinois. Dans les bureaux de Mondelez International, des équipes marketing analysent les courbes de consommation, ajustent les emballages, définissent les stratégies de prix pour chaque marché.
Ce sont des professionnels compétents qui font leur travail sérieusement. Aucun d'entre eux n'a jamais vu la tour élue depuis la Loire. Aucun d'entre eux ne sait que Jean-Romain Lefebvre vendait des biscuits anglais sur une table en pierre dans une cour de Nantes, il y a 178 ans, avant de décider qu'il pouvait faire mieux. C'est là que réside la leçon la plus difficile de cette histoire. La mondialisation ne détruit pas les héritages avec violence. Elle ne démolit pas les usines à coups de bulldozer. Enfin, pas toujours. Elle les achète, elle les intègre, elle les optimise. Et dans ce processus parfaitement rationnel, parfaitement légal, parfaitement documenté, quelque chose se perd qui ne figure sur aucun bilan comptable. Quelque chose qu'on pourrait appeler l'intention originelle, cette volonté précise qu'avait Louis Lefebvre utile de faire un biscuit qui soit à la fois accessible et digne, simple et parfait, populaire et fier. Cette intention n'est pas morte brutalement. Elle s'est diluée, lentement, à chaque changement de propriétaire, à chaque restructuration, à chaque réunion de conseil, où personne autour de la table n'avait connu l'odeur du beurre breton à 5 heures du matin. La deuxième leçon est plus subtile. Un nom de marque peut survivre à tout. L'U a survécu à la mort de ses fondateurs, à 2 guerres mondiales, à 4 changements de propriétaires, à la fermeture de son usine historique. Le petit beurre est toujours là, toujours reconnaissable, toujours aimé. Mais un nom sans mémoire vivante n'est plus qu'une étiquette. Ce qui faisait de l'U autre chose qu'une marque, la continuité d'une vision, l'obstination d'une famille, l'ancrage dans un lieu précis, tout cela a disparu bien avant que le nom lui-même soit vendu. La troisième leçon appartient à Nantes. Une ville peut choisir de ne pas laisser sa mémoire industrielle mourir avec ses usines. Elle peut décider que les bâtiments qui ont structuré son histoire méritent une seconde vie. Pas comme musée figé, pas comme monuments intouchables, mais comme espace vivant, en mouvement, capable d'accueillir ce que la ville devient sans renier ce qu'elle a été. Le lieu unique est cette décision rendue visible. Il est la preuve qu'un héritage peut changer de forme sans perdre son sens. Ce soir, à Nantes, la tour Lu s'allume dans le crépuscule. De la musique monte des fenêtres du lieu unique. Un concert, une répétition, quelque chose de vivant dans un bâtiment qui aurait pu ne plus l'être. Sur la Loire, les dernières péniches rentrent au port. Le quai Ferdinand Favre s'anime doucement, comme chaque soir, avec ses promeneurs et ses terrasses. À 20 kilomètres de là, à la Haye-Foissière, les machines ne s'arrêtent pas. Elles produisent inlassablement le biscuit que Louis Lefebvre-Utile a inventé un matin de septembre 1886, avec du beurre de Bretagne, de la farine des moulins de Nantes, et l'idée obstinée qu'un biscuit simple peut contenir quelque chose d'essentiel. À Deerfield, Illinois, les écrans affichent les chiffres du trimestre. Et quelque part dans une cuisine de Nantes, ou de Paris, ou de Lisbonne, ou de Beyrouth, quelqu'un ouvre un paquet de petits beurres. Il en prend un. Il le regarde une seconde, sans vraiment savoir pourquoi. Les 24 trous, les 50 dedans, les 4 coins. Il le mange. Et sans le savoir, il tient entre ses doigts 178 ans d'histoire. L'amour d'un couple rue Boileau, l'ambition d'un fils de 24 ans, la fierté d'une ville, la froideur d'un tableau Excel, et la question que personne ne pose jamais vraiment. Quand on mange un héritage, à qui appartient-il ?